Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tu fais quoi? Aujourd'hui, on va accueillir une de nos médaillées olympiques. J'ai l'honneur et la chance d'accueillir Anita Blaz au sein même du coworking d'Ireza. Elle va nous faire un petit retour sur ce championnat et aussi sur son parcours. J'espère que vous allez apprécier. C'est parti. Hello Anita, comment vas-tu? Anita, ça va très bien, hein. Ça va très bien. Comment ça se passe un retour après les JO? Ça se passe très bien. Je suis en compagnie de ma famille. Je vois mes amis de temps en temps et on profite un peu du soleil. Avec le confinement, c'est quand même compliqué. Ouais, j'ai vu que tu as eu un bel accueil. Tu as été accueilli par notre cher président, Harry Chalus. Oui, j'ai été accueillie par Harry Chalus. Je suis très contente parce que c'est quand même la région qui nous a accueillis, Ouais. qui nous a accueillis et tout avec Enzo. Et du coup, ça faisait, revenir à la maison avec la médaille et présenter la médaille, partager la médaille avec les élus. Je suis contente et du coup avec la famille, les amis et tout le monde, toute la Guadeloupe. Alors j'étais quand même content de découvrir, parce que ça je le savais pas forcément, que tu étais bémaotienne. Donc juste pour ça, Je suis que bémaotienne. tu Oui. es bémaotienne, je Oui. savais pas. Ah, je suis bémaotienne. Et je disais dans une dernière vidéo que la meilleure commune de la Guadeloupe c'était Bémao. Donc tu vois, le fait que on a une championne en plus. Il y a plusieurs champions à Bémao. C'est vrai que j'en fais partie, mais c'est une commune où j'ai vécu, j'ai fait toute mon enfance et j'ai été à Petit-Bourg parce qu'il n'y avait pas de club d'escrime à Bémao. Enfin, il y en a un, mais... C'est plus récent. Voilà, à l'époque, j'ai été à Petit-Bourg parce que j'ai suivi mon maître d'armes, Barbara Paulin, qui était à Petit-Bourg et du coup, voilà. Alors c'est vrai que par rapport à la conjoncture actuelle, c'était un peu compliqué les JO là-bas puisqu'il devait y avoir toute une délégation et tout. Comment tu as vécu ça toi? Déjà, on devait avoir les Jeux en 2020, ça a été reporté en 2021, donc ça a été compliqué. Ils parlaient d'annulation, on s'entraînait, on ne savait pas où on était. Donc, et à la fin, nous entraînons, ils nous ont tous dit, bon stop, on s'entraîne à fond, jeu ou pas. Au moins, On le fait quand même. On le fait quand même, vous serez prêts. Et du coup, ça fait quand même, on s'est entraîné 5 ans à fond pour faire ces jeux-là et retourner avec une médaille, c'est l'apothéose. C'est une belle récompense. Ah, très belle. Et je suppose, bien évidemment que c'est toujours différent d'avoir un public, mais le fait d'avoir le public ou la famille qui t'accompagne, qui t'encourage, ça représente quoi véritablement? L'escrime, déjà, c'est pas un sport très médiatisé. On n'a pas souvent de public. Donc les jeux, c'est vrai, où c'est le moment où tout le monde y regarde en fait l'escrime et c'est un beau sport. Donc les gens s'attachent à ce sport. Ma famille, mes amis devaient y être, mais avec la conjoncture actuelle, ils n'ont pas pu. On a fait sans public, mais quand j'étais dans ma compétition, ça m'a rien fait en fait. J'ai pas vu le manque parce qu'en général en Coupe du Monde, Championnat du Monde, on n'a pas de public. Ouais. C'est vrai que les jeux, il y en a parce qu'à Londres, il y en avait, donc on voyait je sais comment c'est quand il y a du public, mais sans, on était tellement concentrés dans notre compétition, dans ce qu'on devait faire. Que finalement, tu réussis à faire même sans. Voilà, on a eu nos amis qui sont venus, les escrimeurs, les fleurettistes, garçons qui sont venus nous voir, nous encourager, et il y avait le staff, c'est tout, mais c'était bien aussi comme ça. Ouais. Bon, le plus important, on va dire que c'est le résultat final. Hein. Ah oui, le plus important, c'est le résultat, c'est la médaille. Et après, je profite avec ma famille, donc ils voient la médaille tout le temps. Mon neveu m'a dit, c'est bon, je la garde. Il dit, non, pas question. Alors, tu me disais que tu avais 29 ans. J'aimerais que tu reviennes sur le début de ta romance avec l'escrime. Tu as commencé à quel âge? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'escrime? J'ai commencé l'escrime, j'avais 7 ans. C'est ma grande sœur qui en faisait. Ok. Et du coup, une fois, je dis à mon père, mais pourquoi elle ne fait pas ça en fait? C'est tellement évident. Et il me dit, je vais t'inscrire, tu vas le faire. Je dis, oui, est-ce que moi je le fais? Et du coup, depuis, j'ai fait des compétitions, je gagnais ou je perdais, mais j'ai toujours amené des médailles.
Et voilà, c'est comme ça. Donc dès 7 ans, tu as commencé, à 7 ans que tu as commencé et depuis 22 ans après. Dès 7 ans, j'ai commencé et j'étais à Aix en 2017. J'ai été vice-championne du monde junior. Après, 2 ans après, en 2010, je suis rentrée à l'INSEP. 2012, je fais Londres. Et après, on a des titres par équipe, de vice-championne d'Europe, vice-championne du monde. Et voilà, et maintenant, je suis vice-championne olympique par équipe. Est-ce que tu as eu un déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, peut-être que je peux véritablement en faire mon métier? Ou est-ce que ça arrive peut-être comme ça, hein? Moi, ça m'est arrivé un peu comme ça. C'est vrai que j'aime l'escrime, donc quand je fais quelque chose, c'est pas pour en loisir. Donc, dès lors que je partais en compétition ou j'allais pas souvent à l'école, du coup, c'était compliqué. Il n'y avait pas encore de sport-études ici. C'était compliqué. Et de voir après qu'on arrive à Aix, tout est aménagé, tout est fait pour nous. Donc, après, tu te dis, ça y est, quoi, c'est bon, c'est fait. Ouais. Et il faut dire aussi qu'avant, les parents, ils dépensaient beaucoup. Enfin, mes parents, ils dépensaient beaucoup pour moi. Mon père, c'était compliqué. Et du coup, quand tu arrives en France, tu n'as pas envie de décevoir. Tu n'as pas le choix, en fait, que de réussir. Tu te dis, tout ce qu'il a fait, lui, il faut que je lui en tiens rigueur, en fait. Donc, la médaille d'argent, oh là, je sais pas encore la médaille d'or. C'est un signe. Ça viendra. 2024. En France. Ouais. C'est encore mieux. La médaille d'argent, c'est pour lui, c'est pour ma mère, c'est pour mes soeurs, c'est pour toute ma famille, mes amis qui sont avec moi aussi quotidiennement. Et voilà. Et donc effectivement, tu disais passion, c'est vrai que l'escrime, c'est quand même l'un des sports, je ne veux pas m'avancer, qui est quand même, quand je dis difficilement accessible, c'est que effectivement le casque et la tenue ont quand même un coût. C'est cher. C'est vrai que c'est cher, le masque est cher. En plus, tu grandis, toi tu commences à 7 ans, donc tu grandis, il faut changer à chaque fois. Mais c'est même pas ça, c'est que le fleuret aussi, c'est quelque chose où, moi par exemple, pour les jeux, j'avais 11 fleurets. Ah ouais. J'avais 11 fleurets, mais je suis partie qu'avec 6, 7, je crois. Donc, et en général, tu tires qu'avec un fleuret, mais il faut en avoir plusieurs. Ça peut se casser, ça peut faire des masses, ça peut... Et un fleuret, ça coûte combien? Un fleuret, tout monté, je crois qu'il coûte 150 €. Ouais, c'est pas le plus cher de... Le masque, il coûte 350 €. La veste, le pantalon, c'est cher. Après, les chaussures, tu as le choix de tes chaussures, mais tout est cher à l'escrime. Donc, ici, c'était compliqué pour moi, pour mes parents. Et heureusement, il y avait des aides. Monsieur le président actuel, Richarlis, nous a beaucoup aidés. Les pharmacies de la Guadeloupe aussi, ils ont beaucoup aidé mon père. Je ne pourrais pas tous les citer, mais... Tu as eu quand même beaucoup de soutien. De soutien de la part de, de la Guadeloupe, la ville de l'Emao, la ville de Petit-Bourg. Et voilà. Alors, moi, je ne suis même pas étonné quelque part de te retrouver là où tu es. Parce que quand on connaît un peu l'escrime, même un minimum, il y a très peu de noms de femmes qui ressortent. Et moi, depuis que je suis tout jeune, tu faisais partie des 2-3 têtes d'affiche qui ressortaient. C'est vrai, on n'est pas beaucoup. Chez les filles, il y a Isa, moi, Coralie maintenant. Qui est beaucoup plus jeune. Qui est beaucoup plus jeune, mais chez les gars, c'est vrai qu'il y a eu... ils sont beaucoup. Il y a à l'épée, au fleuret. Bon, il n'y a pas eu de sabre, mais il y a eu beaucoup de Guadeloupéens très forts. Donc, je dirais qu'on est un bon vivier. Je pense aussi. On connaît donc Anita, l'escrimeuse, mais en dehors du sport, moi j'aimerais savoir qui tu es. En dehors du sport, mais... Quelles sont tes passions, tes centres d'intérêt? On parlait tout à l'heure du live de JSIP. Mais moi j'aime Anita, là. Je suis souriante, j'aime les blagues, enfin, j'aime bien, je suis emmerdante, très emmerdante. J'aime m'amuser, j'aime le champagne et elle a du public. Et j'aime la folie. Ok. Tout à l'heure là, tu sais, tu parlais de la médiatisation de l'escrime.
C'est vrai que c'est pas l'un des sports forcément le plus médiatisé chez nous, mais quand même, tu vois, avec on va dire, toute la délégation qui est mise en place, depuis quelque temps, j'ai vu qu'il y avait un groupe où il y avait tous les passionnés, toutes les familles, des gens un peu proches sur WhatsApp. Et c'est vrai qu'il y avait comme un bon nombre de personnes qui se préparaient en fait pour le départ à partir avec vous. Qu'est-ce qui a fait, tu penses, que ça commence à évoluer, qu'on commence à peut-être essayer d'étendre l'escrime aux simples personnes qui pratiquent finalement? Ben, en général, ce sont des gens aussi qui ont fait de l'escrime. Et donc, il y a des gens, il y a des passionnés de sport. Donc, il y a des gens qui auront tous les sports. Mhm. Donc, en gros, il suffit qu'une personne parle d'escrime, je connais un tel, ben, tout de suite, l'autre personne, il va faire quoi? Ben, la personne, elle va carrément regarder le sport, s'intéresser, essayer de comprendre. C'est vrai que l'escrime, c'est compliqué à comprendre, surtout ce que je fais, moi, le fleuret, c'est technique, tactique. Il y a une question de priorité, il y a une question de faire. Donc, c'est pas comme l'épée où c'est plus facile et tout le monde comprend. Mhm. Mais c'est vrai que c'est l'épée et le fleuret, c'est top. Enfin, le sabre aussi. Mais moi, à chaque fois, les gens me disent, punaise, l'escrime, j'aime trop. On comprend pas, mais j'aime bien. On aime bien. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que... Il me fait, non, mais c'est artistique, vous êtes élégant, c'est beau, en fait. Mhm. Ben, vous avez une Mais tenue de blanche. voilà, c'est ça aussi, la tenue blanche. Et du coup, il me dit souvent aussi, ben, en fait, on pense que c'est facile, mais en fait, c'est difficile parce que vous travaillez tout. Tout. C'est psychologique, c'est physique, c'est endurant, tu vois. En Donc, plus, avec la tenue et tout, je suppose qu'il il fait fait chaud. hyper chaud. Il fait hyper chaud, mais après, quand on est tellement habitué, ben, Ouais, ça passe. c'est sûr qu'après Oui, au 22 début, ans, c'est vrai que bon, on se plaint toujours. Hein. Quand il fait chaud, qu'on n'a pas de clim, il fait chaud, nanana. Mais c'est normal. Mais on le fait, on est habitué, donc. et puis c'est le job de c'est toute le façon. job, voilà. Mm. Et donc épée, fleuret, sabre, si tu nous fais un cours pratique vite fait, qu'est-ce qui va différencier entre ces armes? Les Ben, touches, il me semble. le sabre, c'est un 100 mètres. Mhm. L'épée, c'est, je dirais, allez, c'est long, donc allez, du 1000. Et le fleuret, je dirais, du 200-400. Mhm. Ah, je parle du prix? Non, mais par rapport à l'athlète, D'accord. le sabre, c'est très rapide. L'épée, c'est lent, c'est patient. Et nous, c'est entre les deux, en fait. Ok. Et tu as toutes les touches, enfin tu peux toucher partout avec toutes les armes ou Non. L'épée, l'épée, le fleuret, on touche qu'avec la pointe. Et Mhm. le sabre, avec le tranchant de la lame. Et tu touches où la tête Le sabre, c'est de la tête à la ceinture. Le fleuret, ben, le dos et le torse. Et l'épée, de la tête aux pieds. Comme ce que Laura Flissel faisait. Ok, d'accord. Donc, bon, les JO de Tokyo, les prochains sont chez nous. Ah oui. Comment tu te sens? Comment tu vois la chose? Ben, 3 ans, c'est long. Donc, j'ai le temps. Je vais me préparer comme je l'ai fait, mais un peu mieux. Et il va falloir... Il y a des Coupes du Monde, il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde pendant 2 ans. Mhm. Donc, il va falloir rester au niveau. Il va falloir rester au niveau, se préparer, parce qu'il y a des jeunes qui poussent derrière. Donc, c'est pas parce qu'on a une médaille que tout est fini. Ouais, donc, continue l'entraînement. Et ça fait quoi de recevoir chez soi? Tu penses que ça te fait quoi? Une pression peut-être supplémentaire? Ben, je sais pas, parce que le jour J, je verrai. Déjà, à Tokyo, il y avait déjà la pression. Donc, je pense que chez soi, ben, ça sera encore pire. Il y aura tout le monde, tu ne veux pas décevoir, la famille, la Guadeloupe, la France. Donc, et franchement, ce qu'on a vécu au Trocadéro, ce que j'ai vécu au Trocadéro, au retour, franchement, ouais, ça a vu, c'était ouf, c'était magnifique. Donc, j'ai regardé, tu te dis, l'énergie, tu veux la en médaille fait. et tu veux vivre ça encore, en fait. Ouais. Et avec encore plus de public, parce qu'il y aura C'est encore ça. plus de monde. Et puis il y aura aussi, j'espère d'ici là, plus de Covid quand même. Ouais, plus de Covid. Mais après, je pense qu'à Paris, ils vont faire avec. On vit déjà avec à Paris. Donc, Ouais. pratiquement tout le monde est vacciné. Donc, ça va se faire, ça va se dérouler comme prévu, je pense. C'est clair. Sans problème. Alors le podcast notre média est dédié au départ à l'entrepreneuriat. Le sport en fait partie.
Alors, 29 ans, et tu n'es pas vieille du tout, mais juste je me pose, que ce soit en tant que sportif, quand tu sois escrimeuse ou footballeur, même si bon, c'est pas les mêmes revenus, comment on prépare ou comment on voit l'après? Ben, C'est une question un peu vaste, hein, mais... ouais, ben, pour l'instant, moi, j'ai un contrat avec le département de la Seine-Saint-Denis où je travaille 2 fois et demi par semaine. Donc, c'est pour que j'aille m'entraîner aussi. Mhm. Et du coup, ben, je suis agente comptable. Ok, Donc, là, après, pour l'instant, j'y suis pas du tout. Parce que je vais me préparer à ça peut-être dans 2 ans, 1 an et demi. Mais là, je me prépare vraiment sur les Jeux 2024 parce que j'ai envie de ramener des médailles d'or. le Graal, Voilà. ouais, après l'argent, forcément, l'or. Alors, Donc, tu disais agent comptable? ouais. C'était, si tu n'avais pas fait de l'escrime, tu aurais voulu être comptable. Ouais, je voulais être comptable à la base. Et du coup, ben, j'y suis déjà. Donc, on verra après. Ok, je voulais savoir comme ça, puisque bon, il n'y a pas un âge prédéfini à la retraite ou à l'après, mais c'est vrai que dans les sports notamment individuels ou comme le tennis, ben, je me demande justement ben, comment en fait les sportifs font. Parce que bien évidemment, quand tu n'es pas dans peut-être je dis, les 10 premiers, Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué, c'est pas les mêmes rémunérations. Et en plus, dans les sports co, enfin dans les sports, pardon, en individuel, contrairement à une équipe de foot et tout, ben, je suppose que le kiné ou comment tu disais, Mon coach, ton coach et tout, ce sont tes propres fonds finalement. ben, mes coachs, c'est l'État. C'est pas moi. Mais après, il y a le kiné, le préparateur mental, le préparateur physique à financer. Donc, du coup, ben, il y a des fois, ben, mais là, pour l'instant, c'est mes parents qui m'aident. Ouais. Donc, on fait comme on peut. Et franchement, avec la médaille d'argent, j'espère que ça va se débloquer, trouver d'autres sponsors qui puissent m'aider et Mm. à franchir une autre étape. Et ça aussi, ça passe par la médiatisation justement. Voilà. Comme c'est peu médiatisé, donc c'est compliqué. Et en plus, avec la conjoncture actuelle, Mm. donc, mais après, il y a des gens qui veulent bien aider, mais c'est compliqué aussi pour eux. Et tout à l'heure, tu nous parlais de Coralie. Donc Coralie, c'est Coralie? Coraline Vitalis. Coraline, qui est beaucoup plus jeune que toi. Comment ça se passe avec ces jeunes qui intègrent aussi Mais Coraline, elle fait de l'épée, donc on n'est pas dans le même groupe. mhm. Je la côtoie quand on est à l'INSEP et tout. Mais je m'entraîne plus, enfin je vois plus Enzo par exemple parce que Ok. on était dans un groupe mixte. Et là, cette année, enfin à partir de septembre, à partir de, ouais, là, ce mois-ci, apparemment, enfin pas apparemment, on sera plus mixte. On aura un coach, Enzo aura son coach et moi j'aurai mon coach. Les filles Ok. auront leur coach et les garçons ont leur coach. Or qu'avant, c'était filles et garçons. Au fleuret, on avait le même coach. Donc on a parti en stage ensemble, donc on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais là, Coraline, c'est pas mon groupe, donc je la côtoie juste Ouais. à l'INSEP et c'est tout. Parce que quelque part, enfin, de mon point de vue, tu as déjà fait pas mal de choses, tu as commencé il y a longtemps, tu aurais pu être une source d'inspiration pour ces jeunes qui font ou qui pratiquent finalement ton sport. Mais c'est surtout que Coraline aussi, on fait le même sport, mais elle fait de l'épée. Ouais. Donc ce sera plus Laura Fessel ou peut-être Yannick ou Mhm. un mec comme Daniel Girand aussi, qui est son copain qui peut-être va l'inspirer. Mais comme on ne fait pas la même chose, donc je pense pas que je l'inspire. Peut-être avec la médaille, je sais pas, mais c'est vrai que des fois, enfin parfois, ils m'embêtent souvent les entraîneurs de l'épée pour me dire ah toi tu dois dû faire de l'épée, t'as tout le jeu pour faire de l'épée. Ils disent ouais mais je choisis le fleuret donc c'est mort, je ne viendrai pas à l'épée. Je suis bien dans mon groupe, laissez-moi dans mon groupe et tout. Mais c'est vrai que des fois, moi je le fais pas, mais ma coéquipière, elle va au sable, elle va essayer le sable pour en prendre des petits trucs. Mhm. Ou moi, j'aime mieux regarder l'épée, donc je suis souvent à l'épée, je regarde. C'est comme ça après. Ok. Euh, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui souhaitent pratiquer de l'escrime?
Ben déjà, l'escrime, c'est comme une famille. Moi, je suis partie, j'avais 17 ans. Et le club de Petit-Bourg, quand je reviens, c'est la convivialité. Je suis bien. Les parents des enfants, ben, ils ont déjà peut-être arrêté l'escrime. Ils sont là. Ils sont contents pour moi. Je suis contente de les voir. Donc, c'est vraiment un moment d'échange, un moment convivial. Et il y a beaucoup d'émotions. Et franchement, l'escrime, c'est un beau sport. C'est cher, c'est vrai. Mais maintenant, il y a plus d'aide. Et franchement, C'est plus accessible déjà. c'est plus accessible. Mais il y a de bons maîtres d'armes. Il y a des bons dirigeants. Donc, foncez. Hein. Ça a été quoi est-ce que tu as un événement, si on retire les JO par exemple, est-ce que tu as un événement, une victoire ou quelque chose qui t'a le plus marqué dans ton sport Par rapport à moi? par rapport à toi? Peut-être une victoire en particulier ou peut-être que tu l'as eu plus difficilement que d'autres. Peut-être aussi une défaite ou je sais pas, une blessure. Ouais, j'ai eu une blessure en 2016 où au dos, j'ai eu une double hernie discale. Donc j'ai dû arrêter pendant 1 an. Donc ça a été difficile aussi. J'ai dû arrêter pendant 1 an l'escrime. Après, je suis revenue en septembre 2016. Donc les jeux, j'ai pas pu faire. J'ai pas pu me battre en fait pour aller aux jeux. Donc je vais même pas. Il y a une compétition. Mon entraîneur me dit tu veux la faire et tout. Je dis oui je veux la faire. Ça va mieux. Le médecin me dit oui ça va, tu peux. Après, je fais mon premier match de 64, je gagne. Et je perds mon deuxième match de 32. Et après, plus personne, j'arrivais plus à marcher. C'est pas vrai. Je ne pouvais plus me mettre debout. J'ai pleuré. Je me suis dit, je serais handicapée. Ah non, l'escrime, c'est chaud. On m'a ramené Ça au JO 2016. avant les Jeux, Juste oui, avant en les décembre Jeux. 2015, après, ouais. Donc, du coup, on m'a ramené dans la voiture en m'apportant. Je ne pouvais pas marcher pendant 1 jour et tout. J'ai flippé. Mais c'est vrai que notre première victoire par équipe à Alger, elle nous a fait du bien parce qu'on gagne sur les Russes. Et c'est surtout qu'on gagne aussi 3 fois d'affilée. Donc, et on était numéro 1 mondial. Donc, c'est quelque chose que je n'oublierai pas aussi. Et en plus, le fait que tu te blesses, tu rates les JO 2016, ben c'est encore plus de valeur de ramener la médaille d'argent en 2020. Vraiment, parce que je suis sortie de loin, la blessure était compliquée. Je me suis dit, est-ce que quand je vais recommencer l'escrime, je n'aurai pas mal? Et finalement, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu mal, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas mal. C'est vrai que j'ai d'autres petites blessures comme le conflit de hanche, mais maintenant, je gère, je sais à quel moment m'arrêter, à quel moment appuyer sur la douleur, ou je m'habitue. Hein. Maintenant, je suis habituée et franchement... la médaille, elle représente tout ça. Hein. Comment on revient d'une blessure? Une question très compliquée. Hein. Moi, je suis plutôt cool. Je me prends pas la tête. Je suis pas quelqu'un qui me prend la tête. Je suis zéro stress. Donc, je suis revenue d'une blessure normale. Normale. Je suis rentrée dans l'équipe normale. J'avais déjà le niveau. Ouais. J'avais tout, donc c'est juste que la blessure m'a empêché d'avoir ma chance d'aller à Rio, mais ça m'a pas arrêté. J'étais avec ma famille, avec mes amis, j'ai profité de la vie parce que je me dis, bon, 1 an à rien faire, je rentre chez moi. Je suis rentrée en Guadeloupe pendant 8 mois, je suis rentrée en janvier. Ouais. Et j'ai profité jusqu'à mi-août, je suis rentrée mi-août et j'ai repris l'entraînement en septembre et voilà, jusqu'à maintenant... aucun souci. Et la difficulté, tu penses qu'elle est plus dans le physique ou plus au niveau du mental quand tu reviens d'une blessure? C'est plus mental? Moi, mental, non. Moi, c'était plus ma technique parce qu'il y a des coups que tu fais... Qui passent plus pareil. Ça revient forcément, mais ça prend du temps. Donc, des fois, je me dis, non, mais... Je disais à mon entraîneur, non, mais je fais ça, mais j'avais ça avant, ça n'arrive plus. Il me dit, t'es trop pressé, attends, ça reviendra. Avec le temps, ça reviendra. Et du coup, c'est ce qui était le plus difficile pour moi. Et maintenant, ça va, tout va bien. Hein. Ok, donc c'est plus vraiment la technique que... Ouais, la technique. Le mental, ça va, j'étais bien entourée, j'étais bien. En fait, je l'ai bien pris.
J'ai pris au bon sens. Je me suis dit, bon, il y a pire dans la vie. Mm. T'es blessé, ben, t'as mal au dos, tu peux rien faire. Ben, c'est pas grave. Il y aura d'autres jeux. Et du coup, ben, quand j'ai repris en septembre, j'étais à fond et voilà. Ok, ok. Alors, je crois savoir que vous avez une étroite collaboration. Enfin, tu t'entends très bien avec Isa. Mm. Quelles sont vos relations? Ben, Isa, je m'entends bien avec elle, c'est vrai. Quand j'étais blessée, justement, quand elle venait ici, elle me disait, elle m'appelle Doudou. On m'appelle Doudou à l'escrime. Doudou, on a besoin de toi et tout. On se voyait, du coup, elle me disait, Doudou, on a besoin de toi, tu reviens en septembre, on doit faire les jeux ensemble, on doit avoir une médaille ensemble. J'ai dit, t'inquiète, je vais revenir, t'inquiète pas et tout. Et du coup, ben, c'est vrai qu'ils en ont commencé l'escrime ensemble en Guadeloupe. On a eu pratiquement le même parcours. On a été à Aix ensemble, sauf qu'elle, elle est restée 1 an à Aix et moi, je suis restée 2 ans. Et du coup, on s'est rencontrés à l'INSEP. On a fait les Jeux ensemble, 2012. On est rentrés dans l'équipe ensemble. Donc, après, elle a fait Rio. Moi, je n'ai pas fait par rapport à ma blessure, mais on a voulu cette médaille à deux et on l'a eu. Tu vois, je disais qu'il y avait peu de noms que je connaissais, mais parmi ces noms-là, c'était vous deux. Et de voir que certains vous ont connu très jeunes et vous êtes encore là aujourd'hui, toutes les deux. Il y a une sorte de motivation mutuelle, je suppose, entre vous. Oui, on se motive mutuellement. Quand ça va pas, ben, elle est là pour moi. Et quand je vais pas bien non plus, elle est toujours là à me dire, mais non, Doudou, ça va aller, ne lâche pas. Ou... Mais moi, je lui dis, parce que Isa, Isa, elle montre ses émotions. Donc, je lui dis, mais non, Zaza, t'inquiète, ça ira, ne te prends pas la tête, cette compétition-là elle est faite, on passe on passe à la suivante. Et c'est ce qu'elle aime, parce que moi, je suis authentique, en fait. Mhm. Elle dit tout le temps ça, je suis authentique, je suis franche, si j'ai un truc à dire, ben, je le dis, et voilà. Ok. Alors, une dernière petite chose. Donc, je te disais, c'est un média dédié à l'entrepreneuriat. Donc, on essaie de montrer des personnes inspirantes, des parcours, avoir des modèles afro-caribéens chez nous. Euh, quel serait ton message de motivation? Un petit pitch là, vite fait, pour les plus jeunes, pour les gens qui souhaitent entreprendre. Alors, je te sors un peu du cadre du sport, c'est vrai. Ben, pour les jeunes qui souhaitent entreprendre, je leur dis qu'il ne faut jamais baisser les bras. Parce que quand tu baisses les bras, ben, tu n'arrives pas à arriver à tes rêves. L'escrime, par exemple, moi, dans mon sport, mon rêve, c'est d'être championne olympique. Ben, si tu veux entreprendre quelque chose, ben, il faut jamais baisser les bras et y aller. Et même s'il faut tomber 10 fois, à un moment donné, ça passera. Peu importe les blessures, tout Peu ce que... importe les blessures, il y aura des obstacles dans une vie, il y a toujours des obstacles. Donc, il faut apprendre à les franchir et voilà, c'est la vie. J'allais oublier quelque chose. Tu disais que tu avais un coach mental. Oui. C'est quoi? Comment tu te fais coacher? Comment ça se passe? Ben, ça dépend. Des fois, on discute, des fois, on fait... Sur ton état d'esprit, ton mood. Voilà, on cherche... enfin, il y a de tout. Avec ma préparatrice mentale, on travaille mi-match, avant ou après match. Mhm. Qu'est-ce que tu appelles avant match, après match? Avant match, genre des mots à me dire Ok. pour rentrer dans mon match. Parce qu'avant, j'avais un problème, je rentrais jamais dans mes matchs tout de suite. Je commençais mon match, il y avait peut-être 8-2 pour l'autre, je reviens et je gagne, mais à un moment donné, ça passe pas, ça. Mhm. Donc, on a travaillé beaucoup sur ça. Donc elle est arrivée bien après finalement. En fait, tu n'as pas toujours eu de coach mental, c'est ce que je veux dire. Ça fait quand même 3-4 ans que je suis avec elle. 3-4 ans et du coup, après, 3-4 ans. Après ma blessure, 3 ans, 4 ans et tout. Et du coup, on travaille ça, la relaxation. Ok. On travaille de tout, il y a de tout. Donc ça fait partie du staff en fait. Ah oui, ça fait partie du staff. Enfin, un sportif, en général, il a son préparateur mental, son préparateur physique, il a son coach, il a tout. Ok. Tu vois, j'aime beaucoup le sport, mais pourtant je le savais pas. Oui. Et je trouvais ça, je vais pas dire bizarre, mais bon, il y a eu
le documentaire sur Teddy Riner. Avec la préparation mentale. Et justement, à ce moment-là, je vois, c'est marqué psychologue. Oui, sa psy, donc, ouais. Donc je me dis, mais pourquoi en fait? Oui, Teddy, il a toujours sa psy avec elle. Maintenant, avec lui, dis-je. Et maintenant, par rapport à ce que tu dis, je comprends. Toujours, il a toujours sa psy avec lui et un grand championnat, elle est toujours là. Et c'est un choix personnel que tu as fait, c'est normal dans le staff d'un sportif en général. Mais ça dépend, il y a des sportifs qui n'en ont pas besoin, comme Clarisse Aglineno, elle n'a pas de préparateur mental. Mais moi, ça me fait du bien parce que des fois, j'ai des petits sauts de concentration, donc ça m'aide. Pour moi, ce serait presque logique, puisque quand on sait, quand tu joues à haut niveau, et quand tu sais comment tu dois être concentré, quand tu rentres, tu es seul en fait. Ah oui, quand tu rentres, tu es seul, tu sais ce que tu dois faire. Quand je monte sur la piste, après il y a le coach derrière qui peut te dire, bon, ce que tu fais... Reprends-toi. C'est pas du tout ça. Donc, non, mais après, quand je monte sur la piste, en général, tu as un schéma tactique. Si tu le respectes, ça se passe bien. Si tu le respectes pas, tu passes à côté. Ok. Anita, j'étais très content de te recevoir sur le média. Merci. Tu nous as en plus amené la médaille pour qu'on puisse faire quelques belles photos. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De ramener la médaille d'or à Paris 2024. Exactement, et venir célébrer avec nous. Je dis même pas à Paris, hein. Moi je dis chez nous. Oui, en Guadeloupe, c'est sûr. De toute manière, moi je reviens tout en Guadeloupe. Donc, et pour l'occasion, on viendra t'accueillir, là je te mets la pression, on viendra t'accueillir directement à l'aéroport. J'espère que j'aurai une médaille, parce que si pas de médaille, je passe... On croise les doigts, et... Et on demandera à DJ G-Saipi il sera toujours là, lui. de faire le mix qu'il faudra pour te... oui, il viendra. Te mettre en forme. Oui, carrément. Il viendra. On l'envoie. Mais il était là à l'aéroport. Hein. Ok, je savais pas. Avec Vijuben. Ok. Merci Anita. Merci à vous. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Guéric pour le média Tu fais quoi? Ciao.